Jacques-Louis Perrin, vous venez de publier chez l'Harmattan L'émancipation vers un bonheur à hauteur d'homme, de Thalès de Milet à Olympe de Gouges. Socrate et les sophistes, vous les identifiez comme le premier miracle antidogmatique. La question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, quand quelqu'un dit la réalité n'a aucune importance, c'est le ressenti qui compte, est-ce qu'on n'est pas retourné en 2022 aux sophistes du temps de Socrate? Oh, tout à fait. Mais Est-ce justement, je fais le parallèle entre sophistes et ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux sophistes, qui sévissent partout, aussi bien dans la publicité que dans la politique, qu'ailleurs, hein, dans tous les domaines. Bon, comme à l'époque des Grecs, il y a manipulation de l'opinion. Le problème avec les sophistes, quand même, c'est que ils ont apporté beaucoup de choses, hein, en particulier s'intéresser à la vie ici et maintenant, ne plus être tributaire des dieux, etc. Donc, on ne peut avoir qu'une opinion mitigée sur les sophistes. Reste que Socrate les a dénoncés à juste titre, Platon surtout, hein, puisque Socrate n'a rien écrit, mais Platon a relayé sa pensée. Et Platon, évidemment, n'a cessé de les critiquer à juste titre, hein. C'est vrai que quand on lit, par exemple, le Gorgias de Platon, on est absolument stupéfait de la modernité de ce qu'il dit. Il y a un intervenant qui s'appelle Caïclès et qui dit carrément, finalement, ce qui importe, c'est l'efficacité et non pas la vérité. Et on est en plein dedans. On est en plein On y dedans. est. On va faire un saut dans l'espace et dans le temps, et Oui. vous parlez du miracle andalou au Moyen Âge. Pourquoi Averroès et Maïmonide ont-ils autant exaspéré les théologiens arabes et les exégètes chrétiens? Eh bien parce que ils ont tenté de réconcilier science et religion, ou plutôt philosophie, parce que science à l'époque, la philosophie recouvre tout, hein. Ils ont tenté de réconcilier. Alors, religion et philosophie n'étaient pas nécessairement antigonistes, bien au contraire. Quand on exerce sa raison, ça peut pas aller contre la foi. Donc, connaissance et foi ne sont pas du tout antagonistes. Quand on passe d'Épicure à Voltaire, où se situait le paradis terrestre et quels étaient les arguments aussi bien d'Épicure que de Voltaire? Il n'y a pas seulement l'émancipation en tant que telle, c'est-à-dire connaître le monde, connaître la vérité, etc. Il y a le but visé par ce qu'on appelle les présocratiques, c'est la quête du bonheur, ou en tout cas d'un bonheur qui est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, la sérénité, la sagesse. Et il y a une quête finalement d'une sorte de paradis terrestre. Et on voit une continuité là entre les présocratiques et ceux comme Voltaire qui plus tard diront le paradis terrestre est où je suis. Il dit ça dans le poème Le Mondain, hein, et par provocation bien entendu. Mais on voit que cette idée, elle est déjà chez les Grecs. En fait, moi, ce qui m'a fasciné en poussant un petit peu l'analyse, c'est la modernité de ces présocratiques qui, avec pratiquement rien, ont tout inventé. Un miracle des Lumières, il faudrait que vous nous parliez un petit peu des inventeurs et des célébrités à la source de la laïcité. À la source de la laïcité, il y a Pierre Bayle, ou Bayle, comme on dit dans le Sud. Il a eu une influence absolument déterminante avec son dictionnaire philosophique et critique.
qu'on ne peut plus lire aujourd'hui parce qu'il est extrêmement complexe, oui, on peut estimer qu'il est l'inventeur de la laïcité. Pour une raison très simple, c'est qu'il est le premier à montrer que une morale, la morale, l'éthique, est indépendante, peut être indépendante de la religion. C'est-à-dire qu'on peut avoir une morale laïque. Et ça, c'est la base. Et à partir de là, il y a tout un édifice conceptuel qui va se forger avec des philosophes comme Diderot et d'autres par la suite, pour bien montrer justement que morale et religion pouvaient être totalement disjointes. Aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'il y a encore des enfants de Bayle? Et ce qui est frappant, c'est de voir la proximité de pensée entre quelqu'un comme Démocrite et Jacques Monod. Jacques Monod qui a été prix Nobel de physique dans les années 68. Et puis, je pense à Bergson également. Bon, c'est un petit peu plus ancien que Monod, mais beaucoup de philosophes aujourd'hui se réclament de ces présocratiques. Hein. Ils ont une importance considérable. Nous sommes en pleine élection législative. Tout le Oui. monde, tout le monde se plaint. On ne parle pas de la laïcité. Qui serait aujourd'hui le chantre de la laïcité, philosophiquement ou politiquement? Le problème, c'est que le mot est piégé. Hein. Vous le savez très bien. Parce qu'il a été récupéré par l'extrême droite, il a été dévoyé quelque peu par l'extrême gauche, tout le monde s'en réclame sans trop savoir ce que c'est. On dit que c'est une valeur alors que c'est un principe juridico-politique. Bref, il y a beaucoup de malentendus sur le mot laïcité. Et dire aujourd'hui quel est le grand défenseur de la laïcité, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous avez des gens comme Bobéro qui est partisan d'une laïcité. Alors, il y a tout un tas d'adjectifs, disons, laïcité adjectivée. Par exemple, une laïcité souple, une laïcité inclusive, une laïcité, je sais pas, bon, tout ça est ridicule. La laïcité, elle n'a pas besoin d'adjectifs. Hein. Donc, il y a ce camp-là, et puis il y a le camp des, si j'oserais dire, des durs, qui, au contraire, voudraient revenir à une laïcité extrêmement rigide. Je crois que c'est très difficile de trancher, mais il y a quand même de grands défenseurs de la laïcité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a je dirais, des stars médiatiques que le grand public connaîtrait mieux? Ça, c'est ma première question. Et ma déclinaison, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la laïcité pourrait être un combat à reprendre, à continuer ou à développer pour la franc-maçonnerie? Oui, alors, première question, si j'essaie de trouver la personnalité qui aujourd'hui nous dit des choses les plus intéressantes, je dirais André Comte-Sponville, qui utilise un concept extrêmement intéressant de spiritualité laïque. C'est-à-dire qu'il fait le constat, comme beaucoup, hein, qu'il y a un désenchantement du monde et qu'on n'a plus que jamais besoin d'une spiritualité. Il existe une spiritualité laïque qu'on trouve par exemple dans l'art, où je ne sais pas moi, Camus par exemple a très bien montré que quand il se trouve à Tipaza, qu'il vit dans la nature, qu'il jouit de la nature, il connaît la spiritualité laïque. Pour revenir plus près de nous, des gens comme Michel Onfray, comment vous les situez? Oui. Eh bien, Michel Onfray, je pense, est un de ceux qui, comme Comte Sponville, ont beaucoup œuvré pour l'émergence de cette spiritualité laïque.
Alors, un bémol cependant, c'est que il, il a sans doute trop écrit et trop pensé pour que ce soit suffisamment profond. Voilà. Il a travaillé pour le grand public. Oui. Euh, Olympe de Gouges réclame les droits de la femme en 1792 et il faut attendre De Gaulle en avril 1944 pour que les femmes puissent voter. Alors, la question que, pour revenir un petit peu à un public maçonnique, en franc-maçonnerie, la mixité des genres sera-t-elle inéluctable et d'après vous, quand? Il y a de gros progrès quand même, hein, dans tous les domaines, mais on est loin du compte. Si on regarde par exemple la rétribution des femmes dans les entreprises ou dans le secteur public, on est loin du compte, hein. Mais ça avance. Et ça avance grâce justement à ces femmes extraordinaires qui ont jalonné l'histoire et qui ont payé souvent de leur personne ce souci d'émancipation. Moi, il me semble qu'il y a trois femmes, trois figures féminines absolument déterminantes dans l'émancipation des femmes, dans ce problème d'émancipation féminine. C'est Hypatie d'Alexandrie, c'est Madame du Châtelet au XVIIIe siècle, la compagne de Voltaire. C'est une femme et j'allais dire que si c'était un homme, on la connaîtrait aujourd'hui autant que Voltaire. Son œuvre est absolument extraordinaire. C'est une mathématicienne hors pair. Et puis Olympe de Gouges, bien sûr, qui passe de la tribune à l'échafaud avec un courage absolument stupéfiant. Si on devait donner les deux ou trois forces principales d'Olympe de Gouges dans son contexte qui pourraient s'appliquer encore aujourd'hui, ce serait quoi? La passion politique, car elle était absolument extraordinaire, éblouissante au moment de la Révolution. On lui doit beaucoup. Elle a fait partie du club des Jacobins. Enfin, c'est une femme extraordinaire de ce point de vue-là. C'est ce premier point. Deuxième point, je dirais le courage. Hein, le courage, elle ose appeler un chat un chat. Par exemple, un de ses ouvrages qui s'appelle Femme, réveille-toi. Et puis, la troisième remarque, la troisième qualité d'Olympe de Gouges, je crois, c'est, comment dire, d'avoir su incarner la femme universelle. Et c'est un modèle. Incontestablement, c'est un modèle d'autodidacte qui, sur le plan de l'évolution féminine, est tout à fait remarquable. Merci pour Vers un bonheur à hauteur d'homme, en terminant sur cette idée que peut-être l'homme est peut-être une femme comme les autres et le franc-maçon est peut-être une sœur comme les autres.